Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le décryptage de ce dimanche 1er décembre 2024 avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir à vous. Bonsoir Maël, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Une pensée pour Angèle Toboula et pleurer. C'est une grâce, comme je le dis, d'avoir assumé ces charges post-mortem pour les parents, puisque c'est dans l'ordre normal des choses et l'ordre normal ne se passe pas toujours ainsi. Et donc, perdre son père ou sa mère, c'est toujours difficile, c'est toujours dur. Mais ça me paraît normal. Et lorsqu'on a un certain âge, bon voilà, donc condoléances à elle, à toute la famille Joël Toboula et à toutes les familles parentaliers, tous ceux qui pleurent leur papa. Donc voilà. Et la famille de décryptage, naturellement, ne peut se soustraire, puisque depuis 3 ans, et quand même, elle assume avec brio cette séquence. Voilà, donc une pensée pour elle en cet instant où nous démarrons le décryptage et que vous, Maël, vous prenez le relais. Voilà. Bien sûr. Alors, je remplace, comme le consultant l'a souligné, notre collègue a été éploré par le décès de son père. Je lui réitère mes condoléances et je la remplace pour ce décryptage de ce dimanche. C'est politique. Alors, nous allons commencer. Bon nombre de sujets ont été discutés sur nos plateaux en cette matinée. Nous avons reçu Noël Chadaré, Agapit Napoléon Maforican. On a connu Noël Chadaré très virulent en tant que syndicaliste, mais depuis 2016, il s'est rangé du côté de la mouvance. Et ça dit que le syndicaliste n'est pas forcément un opposant. Je ne sais pas où est-ce que c'est écrit qu'un syndicaliste devrait être un opposant. Première chose, mais vous avez dit très virulent, non. Je pense que Noël Chadaré fait partie de ces syndicalistes modernes, de ces syndicalistes donc, de temps actuels qui essayent quand même d'humaniser la lutte. Parce qu'à un moment donné, vous voyez, chaque lutte, chaque temps correspond à une lutte donnée. Et les postures dépendent du temps. Les syndicalistes comme Pascal Dossou-Tandjinou, de Léopold Dossou, c'était de leur temps. C'était de leur temps parce qu'il fallait inverser la tendance de l'Union nationale des syndicats du travail du Bénin, l'UNSTB, syndicat qui était comme une organisation de masse du parti. Et donc, il fallait reprendre en main le syndicalisme. Les syndicalistes qu'on a connus comme les Timothée Adanlé, en ces temps-là, n'étaient pas les mêmes que ceux de 89. Ceux de 89 combattaient au même un système, mais voudraient que les luttes permettent au corps d'avoir accès aux moyens de travail et également se mettre aussi dans la lutte politique parce qu'ils estiment que la lutte politique permet d'avoir un système de gestion des hommes qui booste le travail du travailleur, si je me répète ainsi. C'était en 89-90. Et puis après, il y avait les revendications sociales, les grèves illimitées, les machins, parce qu'il fallait arracher. Lorsqu'à partir du moment où, après la conférence nationale, on a dit aux gens qui étaient torturés, vous devez porter plainte, alors les gens se sont dit, il faut, et donc c'était pas aussi de gagner, il faut qu'on se batte. Donc ces syndicalistes ont vécu. Et on a connu un nouveau style, avec même les Guillaume Atibé, CSA Bénin étaient déjà de nos types. Mais avec Anselme Mamoussou, avec Noël Chadaré, avec Bachirou, Bachabi, on a un nouveau visage encore du syndicalisme. Donc, quand on dit virulent, en réalité, lorsqu'on va parler du syndicalisme, on a pris par plusieurs étapes. Aujourd'hui, on est à une étape où c'est beaucoup plus humain. Et parfois, certains sont nostalgiques du syndicalisme heurtant, du syndicalisme engagé, du syndicalisme violent. Non, je pense que Noël Chadaré, vous le voyez, il est ferme, mais il n'a jamais été extrémiste. On a connu avec les Ajoua, on a connu un syndicalisme parfois, même avec les Paul Dossou et le Paul Dossou personnel, et avec, malgré toute la condescendance, c'était un syndicalisme ferme, parfois
heurté. C'est pas Tolgino qui va me dire le contraire, même si lui, il a traversé le temps et il a sa personnalité qui est aussi un homme ondoyant, un homme assez, avec un grain d'humour. Donc bref, oui, revenant à Noël Chadari, moi je dis que c'est quelqu'un qui fait ses luttes. Lutte estudiantine, lutte syndicale et lutte politique. Alors, je ne vois pas pourquoi ça doit gérer quelqu'un. Je ne vois pas. Alors, donc, syndicalisme n'est pas opposant. Et j'espère que là, maintenant, ils ont compris. Et c'est d'ailleurs, ce n'est pas le premier cas. Ibrahima Zakari, paix à son âme. Je pense qu'aujourd'hui, on rappelle d'autres cas. Hein. Donc, Ibrahima Zakari, paix à son âme. Postier, l'un des barons du syndicalisme, des revendications de 89. Mais il a dirigé la CSA Bénin après Léopold de, après Paul de, après Léopold de, après Léopold de Sou. Mais il n'a pas été, c'était un syndicalisme à visage humain aussi déjà, mais plus, pendant ce temps-là déjà, Mais après, il a rejoint, il est mort comme membre du Parti des démocrates. Hein, il a décédé il y a quelques années, 2 ou 3 ans, comme membre du Parti des démocrates. Et ainsi de suite. Donc, on ne va pas me dire que c'est la première fois que ça arrive. Non, c'est dans l'ordre normal des choses que des personnalités changent de camp. Et moi, j'étais militant politique. J'étais membre engagé d'un parti politique. Présentement, je ne le suis pas. Je peux l'être demain. C'est le leader étudiant. Nous l'avons été responsable. Donc, à des niveaux, nous changeons. Donc, ce n'est rien de nouveau. Hein. Maintenant, la personnalité de Noël Chadari, personnalité en vue, assez médiatique, oui. Tout ça peut être à la base de tout ce que nous avons lu sur les réseaux sociaux. Beaucoup pensent que le syndicalisme a perdu de son essence, de sa véritable signification en ce qui concerne défendre le droit des travailleurs. Il me semble que les travailleurs n'ont jamais eu autant de droits que sur le président Talon, hein. Moi je le pense. C'est-à-dire que ces droits sont en adéquation avec l'évolution. Il faut travailler pour avoir le salaire. Qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. On a connu des années où les gens ne travaillaient pas, ils avaient le salaire. Parce qu'ils avaient le chantage comme mode de fonctionnement. Ils pouvaient bloquer l'administration totalement, bloquer les actes administratifs, bloquer les centres de santé, bloquer le système éducatif. Et ça, ils en étaient heureux. Ils en étaient heureux. Les morts, les années scolaires hachées ne leur disaient absolument rien. Les usagers de l'administration perdus et disons, dépouillés de leur droit d'avoir accès aux actes, tout ça ne leur disait rien. Je pense que avec l'avènement du régime de la rupture du président Talon, je pense que les lois votées ont permis de remettre, comme je répète encore le président Edouard Legault, de remettre l'église au centre du village et de permettre que finalement le citoyen, l'usager soit respecté, que l'école soit vénérée, que les centres de santé soient honorés et que finalement, que chacun reste à sa place. Donc, si pour certains le syndicalisme a perdu et ça va, mais tant mieux. Le syndicaliste n'est pas élu par le peuple pour bloquer l'administration. Le syndicaliste, c'est dans l'ordre normal des choses, booster l'administration. Oui, parfois, vous voyez, on voit certains, comme les anciens Mamoussou, les tenanciers de ce nouvel ordre, disons, apaisé, parfois un peu déçus. C'est peut-être là qu'on peut demander que le pouvoir public fasse un peu d'effort pour ne pas, enfin, pour toujours ne pas laisser de fossé entre eux et les leaders syndicalistes. Les leaders syndicalistes ont des réponses à apporter à leur mandant. À leur mandant. Donc, il faudrait peut-être que le cas de concertation, que le dialogue syndical, le cas de concertation qui existe, puisse fonctionner convenablement pour que les syndicalistes aient des réponses à apporter. Le syndicaliste n'a rien perdu, puis le travailleur ne perd rien. Dans l'absolu, il évolue dans un cadre normal. Le gouvernement, il y a 2 ans, 3 ans, a augmenté les salaires, c'était de l'inédit. Ensuite, sans revendication d'ailleurs. Donc, des actes administratifs sortent sans revendication. Le ministère de la fonction de travail de la fonction publique a modernisé, a dématérialisé, a anticipé sur beaucoup d'actes. Des gens qui, avant, avec leur retraite, sont obligés de faire des kilomètres. Bref, des choses qui étaient revendiquées avant ne le sont plus aujourd'hui. Mais il y a de nouvelles choses, évidemment, qui existent.
Je pense qu'il suffit que le dialogue soit maintenu. On n'a pas besoin de bruit, on n'a pas besoin de chantage, on n'a pas besoin surtout pas des grèves illimitées, fermées, tout ça. On a à inventer un nouveau syndicalisme, à mon humble avis, plus humain, mais qui ne pénalise pas le citoyen, mais qui responsabilise l'État peut-être. Est-ce à dire qu'on tend vers un syndicalisme moderne? On l'a déjà. Avec l'ancien Mamoutsou, avec Noé Chadaré, avec les leaders qui sont là. Même Kassamampo de l'UNSTB, on a beau dire, mais il me semble qu'il a passé la main, si je me trompe. Mais même lui, à mon humble avis, les temps ont changé. Les temps ont changé. Et donc, autant il y a des personnalités qui se sont adaptées, qui sont déjà des personnalités syndicales aussi trempées dans le modernisme, syndicalisme, mais il y en a qui se sont adaptés et aujourd'hui ça fonctionne. Autre sujet sur nos plateaux, les dualistes ont défendu leur position par rapport au refus des partis de la mouvance présidentielle de s'associer au cadre de concertation des forces de l'opposition pour l'audit du fichier électoral. Agapite Napoléon Maforican, pourquoi l'audit du fichier électoral pose autant de problèmes? Non, l'audit ne pose pas de problème, puisqu'il n'y a pas d'audit à faire au fichier électoral. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un audit à faire. Pourquoi force l'audit? Non, voilà, c'est ça que je vous dis. Il n'y a pas un audit à faire au fichier électoral. Il n'y en a pas. Il n'y a que l'opposition a posé un problème au chef de l'État qui a dit, moi je suis prêt à aller chercher vos gens. Puis, il y a 2 ans pour aller aux élections législatives. La société civile et autres avaient posé le même problème. Le mandataire de l'ANIP avait accepté. Ils sont allés, ils ont regardé comment l'extraction du fichier électoral est faite entre l'état civil géré par l'ANIP et l'état civil utile pour les élections, c'est-à-dire ceux qui sont encore vivants et qui ont au minimum 18 ans au moment des élections. C'est ça, et c'est pas la première fois. Moi, je me rappelle lorsque l'informatisation de la liste a commencé, on était à pas de 8 ans normalement. Si je me trompe, de 12 ans, il fallait inscrire les enfants qui avaient cet âge-là. Et automatiquement, moi j'ai inscrit des enfants qui, dès qu'ils ont 18 ans, leur nom commençait à figurer sur la liste électorale. Automatiquement, ils ne sont jamais allés s'inscrire sur la liste électorale. C'était au niveau de, je ne sais pas, avant le RAVIP, là, il y avait c'était. Il y a les premières tendances donc, de la liste électorale en 2010-2011. Oui, on l'a fait. Et automatiquement, dès que les enfants ont entré l'âge de la majorité, là, on sont sortis. C'est la même chose ici. Ici, c'est beaucoup plus. On a confié, cette fois-ci, pas à une structure ad hoc, hein, on a confié à une agence étatique, une autorité administrative indépendante, la gestion du fichier d'état civil. Hein? Quand on parle de l'état civil, c'est de la naissance à la mort, et même post-mortem, ça dépend. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une affaire d'élection. L'élection fait partie, puisque pour qu'il y ait une élection, il faut qu'il y ait une liste électorale. Ici, il n'y a plus question d'aller s'inscrire sur une liste électorale. Il est évident que la liste mise à jour chaque année, qui est affichée dans les centres, dans les arrondissements, ou dont copie est tenue par les communes, les maires dans les communes, cette liste est affichée régulièrement pour qu'on corrige. Et normalement, si les gens, les populations faisaient leur travail, si les partis politiques animaient bien, surtout ceux qui ont le financement de l'État, s'ils dépensaient un peu de ce côté-là, ils ne le dépensaient pas pour autre chose, ça leur permettrait d'avoir des experts qui fassent le tour. On n'a que 77 communes, on a moins de 500 arrondissements. Ils peuvent faire beaucoup de ça, ils ont les moyens de le faire, et ils doivent pouvoir le faire. Ils ne le font pas. Ils veulent me auditer un fichier électoral qui n'existe pas. Le fichier électoral, c'est 3 mois. Globalement, c'est 3 mois. Donc, on l'extrait et ça devient l'EIP, une liste électorale provisoire. Et après, ça devient une l'EI. Alors, donc, et ça, c'est dans les centres de santé, dans les centres de vote. On a dit, oui, en 2023, il y a eu oui, c'était la première fois que cette extraction a été faite. Donc, c'est normal qu'il y ait quelques perturbations. Ailleurs dans les grands pays, il y en a. Donc, même, il peut y en avoir cette année. C'est pas la fin du monde. C'est un processus en perfection. C'est pas une raison pour que des halogènes s'infiltrent dans le système ordonné pour dire je veux y aller. Mais lorsque le chef d'État leur a dit allez-y, c'était à eux de faire leur TDR, de trouver les experts
et de soumettre au gouvernement. Ils ont dit d'abord 1 an. C'est au gouvernement de leur dire, mais où est-ce que vous en êtes là? Pour qu'on dise, bon voilà, il faut faire le tour pour avoir le soutien des Africains, que ce soit quelque chose de commun. Mais comment vous allez imposer à des gens qui ne revendiquent rien de venir s'associer à votre opération? Ça n'a pas de sens, Maël. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais si l'opposition veut auditer et que le gouvernement l'a autorisé, mais que l'opposition aille auditer, qu'ils aillent chercher des experts, qui trouvent le mécanisme, les TDR et qu'ils aillent auditer. Personne ne leur a dit non. Donc, pourquoi auditer? Oui, c'est logique qu'un processus en cours, et là je réponds à votre question, c'est logique qu'un processus en cours soit contrôlé et pourquoi pas faire l'audit. Un audit n'est pas un contrôle normal, enfin, n'est pas un contrôle banal. L'audit met en place un certain nombre d'outils, d'instruments. Hein? Et donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on audite. Puisque c'est une autorité administrative indépendante qui audite et qu'est-ce qu'on audite. C'est la procédure qu'on audite, c'est le logiciel qu'on audite, et il me semble que c'est ce que le chef d'État avait cru comprendre. Je ne suis pas dans sa tête, mais je l'ai écouté, et je peux mal l'écouter aussi. Donc, c'est le logiciel qu'on audite, c'est l'ANIP elle-même qu'on audite, c'est le personnel de l'ANIP qu'on audite, c'est on audite quoi? C'est le mode d'extraction qu'on audite, c'est les algorithmes qu'on audite. Donc, qu'est-ce qu'on audite? Alors, si c'est le fichier extrait n'est pas géré par l'ANIP. L'ANIP l'extrait et l'envoie. Mais l'ANIP l'extrait sur la base des corrections qui auraient été faites au départ. Donc, si les gens doivent auditer quelque chose, à mon humble avis, c'est la procédure d'affichage dans les communes et que l'article 123 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin a réglé l'article 123 si je ne me trompe. Donc, à mon humble avis, je ne vois pas encore qu'il faille créer autre chose. Mais allons-y plus loin. Si le chef de l'État, je l'avais déjà dit, en novembre 2023, le chef d'État leur accorde une faveur. Mais pourquoi, lorsqu'il y a eu amendement du code électoral en février-mars 2024, ils n'ont pas cherché à glisser un article? Au moment où ils faisaient une rébellion, sortaient, alors que quelques jours auparavant, ils ont réussi à bloquer un processus de révision de la Constitution et allant chantant partout leur victoire. Ils ont oublié peut-être d'insérer cet article dans le nouveau code électoral pour dire, ah, attention, il faudrait, le chef d'État nous a autorisé à auditer, je ne sais pas, je mets en griffe, le fichier électoral. Alors donc il va falloir dire, donc si vous mettez ça dans le code électoral, il va falloir dire, c'est quoi le fichier électoral? Et si le fichier électoral, c'est ce qui est extrait après les affichages et 90 jours avant le scrutin, ça veut dire que c'est entre ce moment-là, c'est à la transmission à la Sénat. Peut-être que c'est à la Sénat qu'il leur fallait aller pour auditer. Donc, ils auraient pu faire ce débat cette nuit-là. Mais je me rappelle, lors de cette nuit-là, ce qui les imposait, ce qui était leur problème, c'est de vider les lieux pour montrer qu'ils sont contre ce code-là. Je pense que l'opposition est rattrapée par ses propres tergiversations, par ses manœuvres obscures, par sa volonté, par ses velléités de blocage et de ruse. C'est eux qui accusent certains de ruse, mais ils utilisent à fond aujourd'hui cette méthode-là. Si l'opposition est rattrapée par tout ça, je pense qu'il leur faut revenir à la base de bonne posture. On n'a pas besoin de rallier tout le monde à la cause d'audit. S'ils veulent faire un audit, que le chef d'État leur a dit de donner l'onction, s'ils n'ont pas eu la vigilance de faire inscrire ça dans le code amendé en mars dernier, il leur appartient de faire leur audit selon les trames que le gouvernement leur laissera, selon la latitude qu'ils auront à la NIP. Mais ils ne peuvent pas aller intervenir à la Sénat, puisque la Sénat, elle, ne dépend pas du gouvernement. La Sénat est une autorité administrative, est une institution créée par la Constitution et qui est rattachée. Donc, la Sénat n'a pas à recevoir d'injonction du gouvernement. Par contre, la NIP peut, en matière donc de gestion de ça. Et puis, donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent au niveau de la NIP. Ils n'ont pas à chercher non plus une coalition. Et si c'est leur volonté, ils sont libres de le faire, ils n'ont pas à en vouloir à ceux qui ne veulent pas. Je ne vois pas. Donc, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas. C'est l'opposition qui cherche des problèmes, sinon il n'y en a pas.
Quelle serait alors la bonne posture à adopter par l'opposition? C'est ça que je viens de vous dire, d'aller faire son audit, tout simplement. Tel que il a voulu en novembre 2023. Parce qu'il n'a pas fait d'autres démarches pour faire un changement. Il faut déjà faire la coalition pour le changement. Alors si vous ne faites pas la coalition pour le changement, vous vous réveillez, un jour vous dites je vais faire un changement. Mais avec qui vous allez le faire? Mais c'est déjà tard. Au moment où le chef de l'État a donné l'onction, en novembre 2023, ils avaient la latitude d'aller faire la coalition pour le changement. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? En fait, ils sont dans le petit calcul. Ils ont passé le temps à combattre le code électoral d'abord. Et après, ils se rendent compte que bon, il y a l'audit de la liste. Ils se sont réveillés, on crée une carte de concertation et on se promène pour dire qu'on veut réunir les gens. Non. Moi, je pense qu'il faut que les gens soient cohérents. L'état civil est géré aujourd'hui de manière rationnelle, meilleure, mieux qu'avant. La liste, le fichier électoral tel qu'il est extrait est meilleur, le processus est meilleur qu'avant. Qu'il y ait quelques ratés, on peut l'admettre. S'ils ont envie et puis s'ils ont eu l'onction, ils n'ont qu'à faire. Mais vous ne pouvez pas outrepasser le cadre qu'on vous a donné. Ils n'ont pas dit que c'est l'opposition, que c'est une cadre de concertation, que ça devait être un processus de tous les partis. Vous ne pouvez pas imposer à celui qui ne veut pas quelque chose qui doit. Quand même, autant vous avez votre liberté, autant les autres ont leur liberté. Donc, que l'opposition se mette dans les batailles, que l'opposition cesse les manœuvres dilatoires, que l'opposition aille sur le terrain de la lutte politique, c'est-à-dire l'occupation du terrain, que l'opposition aille travailler, que l'opposition s'occupe réellement des problèmes des populations. Jusqu'à présent, vous avez entendu quel problème sérieux des populations que cette opposition rapporte. Aucun. Ils sont dans l'anti-talon. L'anti-talon n'est pas un projet de société. Et les manœuvres dilatoires ne peuvent pas vous permettre de gagner des élections. Alors donc, si on peut se permettre humblement des conseils, c'est que l'opposition aille travailler. Je pense qu'ils dépensent leur énergie pour de rien. Il faut qu'ils aillent s'occuper de l'essentiel. Vous voyez, le lion, le moucheron, vous connaissez cette fable de La Fontaine, hein, où le lion, le moucheron a vaincu du lion. C'est un peu comme lorsque la minorité parlementaire a réussi à empêcher la réunion de la Constitution en février dernier. Alors qu'ils avaient des choses à insérer peut-être dans le code électoral. Ils ont empêché la révision de la Constitution. D'accord. Il y a un projet de révision du code électoral. Au lieu de se préparer, donc ils allaient proclamer leur victoire et ce faisant, ils ont oublié. Donc le moucheron qui a vaincu du lion alla proclamer sa victoire et tombe dans une toile d'araignée et trouve la mort. Vous voyez, au grand mot, tel a pu se soustraire qui périt pour la moindre affaire. C'était ça la morale de La Fontaine. Au grand mot, tel a pu se soustraire qui périt pour la moindre affaire. Alors, si l'opposition a réussi à avoir du chef de l'État, d'auditer le fichier électoral ou bien la liste, ou je sais pas quoi, ou l'audit, ou le logiciel, tout ce qu'ils veulent. S'ils ont pu le faire pour les législatives de 2023, s'ils ont réussi à avoir du chef de l'État, me gage, et qui a dit allez chercher vos gens, moi, le gouvernement même est prêt à financer. S'il y a une possibilité en février dernier d'amender la Constitution et de réviser le code électoral, s'ils ont raté tout ça, Allah claironné qu'ils ont été une minorité de blocage pour la révision de la Constitution, c'est à eux d'assumer. Nul ne peut se prévaloir de sa propre stupidité. C'est comme ça le principe. Donc, il faut que nous avancions. Il faut que nous avancions et que les gens souffrent, hein, d'avoir eu la mauvaise stratégie et qu'on se prépare pour meilleur les années à venir. Voilà. Comme vous le dites, nous allons avancer. Alassane Seydou a fait une sortie concernant les bavures policières et ça a été opiné sur le plateau de l'hebdo des éditorialistes. Agapit Napoléon Maforican, pourquoi autant de fixations sur les bavures des policiers? Ça dit que ce sont seulement les policiers qui outrepassent les règles de la circulation? Certainement pas, tout le monde le sait. Non, les règles de la circulation, les policiers n'outrepassent pas les règles de la circulation. C'est même pas dans ces usagers qui outrepassent les règles de la circulation. Il y a eu bavure parce qu'il y a eu un contrôle qui a mal fonctionné. En Europe, en France, en juin 2023, il y a eu une telle situation. Et on a brûlé partout. Nous, on n'est pas allé là. Il faut saluer le sens de l'État. Il faut saluer les parents
de la victime, saluer les proches, saluer les voisins, saluer le patriotisme de ceux qui ne sont pas allés à l'extrême. La sortie du ministre était nécessaire. Une très bonne sortie. Attends, les gens disent que c'est tardif. Je ne sais pas pourquoi c'est tardif. Il est sorti quand il fallait sortir. Quand il fallait sortir. L'autorité hiérarchique aurait pu le faire plus tôt. L'autorité hiérarchique aurait pu et aurait dû le faire plus tôt. Mais l'autorité de tutelle l'a fait. C'est une très bonne chose. Après, il ne faut pas livrer les policiers à la vindicte populaire. Le travail que fait la police républicaine, j'ai entendu sur les hebdos que des gens sont mal formés, des gens sont non, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Moi, je ne suis pas de cette école-là. Il ne faut pas toujours globaliser. Il ne faut pas toujours globaliser. C'est vrai, lorsque vous perdez un parent dans ces conditions-là, ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très, très mal, il faut le dire. Mais ce n'est pas une raison pour jeter le bébé avec l'eau de bain. La police républicaine fait un travail énorme. Des agents de la police prennent des risques sur leur vie. Ils sont d'ailleurs tués. Parfois, l'indélicatesse des gens de la circulation routière. Les policiers font avec la population, la fouille qui n'est pas autorisée, regarder dans les portables des gens, c'est de ça qu'il s'agit. Les agents de la police sont parfois écrasés par des véhicules des gens indélicats. Donc, les policiers prennent des risques énormes, énormes, pour assurer notre sécurité. Donc, il ne faut jamais l'oublier. Maintenant, que toute la police mobilisée du nord au sud de l'est à l'ouest fasse ce travail dans des conditions parfois difficiles, au risque de leur vie. Ils ont une famille, ils ont des enfants. Il faut penser. Donc, moi, je salue le travail de la police républicaine. Je salue le travail de tous ces policiers étendus sur le temps. Donc, l'indélicatesse de quelques agents ne peut pas valoir globalisation. Et c'est là que je n'ignore pas ce qu'on appelle bavure, Emmaël. L'indélicatesse de quelques agents ne peut pas valoir globalisation du système. On ne peut pas, moi, le policier modèle, on ne peut pas le sacrifier sur le champ de l'indélicatesse de quelques agents. Dans toutes les professions, il y en a. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le ministre a fait une bonne sortie. L'autorité hiérarchique aurait dû le faire. L'autorité opérationnelle, c'est-à-dire la direction générale de la police républicaine, aurait dû. Le porte-parole aurait dû. Donc, il a manqué une spontanéité dans la gestion au niveau de l'autorité directe, donc de la direction générale. Je peux le dire aussi. Mais l'autorité politique a fait ce qu'elle doit faire. Et a pris les mesures radicales qu'il fallait prendre. Et donc, cette bavure, même si c'est de manière isolée, ici et là, surviennent quand même et créent des situations sur le terrain. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas seulement dans le corps de la police. Vous le retrouvez chez dans le corps de la douane, vous le retrouverez sur certains agents, d'autres agents, eaux et forêts. Donc tous ces corps habillés, c'est ça. Il y a certains qui sont rendus publics, il y en a qui ne sont pas toujours publics. Mais les bavures, il y en a dans d'autres corps. Des élans mal maîtrisés. Ici, c'est qu'il y a perte en vie humaine. Sinon, parfois il y a des bastonnades. Dans la semaine, monsieur le ministre, monsieur le président de la Cour constitutionnelle a fait une sortie par rapport à certaines situations de garde à vue prolongée dans certaines conditions. Il y a des policiers qui sont trop à certaines situations. Il y a des commissariats où certaines choses anormales sont faites. C'est vrai. Mais il ne faut pas, dans l'émotion ou dans l'émotivité collégiale, collective, tout banaliser pour dire ils sont mal formés, ils n'ont pas la vocation. Non, je ne suis pas dans l'école. C'est pour ça que je dis une pensée pour les parents des victimes. Et ça, c'est important. Saluer le sens de la République qui ont fait qu'ils ont gardé leur calme. Et saluer également le ministre qui a fait sa sortie. Et surtout implorer, invoquer les agents de savoir garder leur calme et de faire leur travail avec professionnalisme. Leur mission est délicate. Et face à certains cas de situation, il faut donc, certains préconiser de temps en temps des enquêtes psychologiques ou psychosociaux, des enquêtes psychosociales. Oui, c'est normal parfois. C'est normal souvent, surtout sur ces corps qui ont parfois la pression. Parce que vous ne savez pas comment le policier a quitté sa maison.
et il est face à une situation, il faut travailler sur lui pour qu'il puisse être toujours présent et qu'il fasse bien son travail. Ce n'est pas évident. L'État recrute. Je pense que la formation doit intégrer de manière récurrente et régulière ces genres de situations. Ils le font. Peut-être qu'il va falloir continuer. Mais comme je le dis, les bavures font partie aussi de la vie. Et dommage quand ça coûte la mort. Mais ça fait partie aussi des situations. Il faut vraiment faire en sorte qu'on les rencontre le moins possible. Mais c'est pas parce que ça arrive qu'on va dire que toute la police est mauvaise. Non, elle n'est pas. Toute la police n'est pas mauvaise. Et je me tiens en défense de ce corps, comme d'ailleurs les sapeurs-pompiers, comme certains médecins. Pendant qu'on vit dans la vie des médecins, les agents de santé se perdent. Donc, il y a des corps, comme les médias, sur certains champs de bataille. Donc, il y a des situations délicates que la population lambda ne connaît pas. Il ne faut pas livrer les gens à la vindicte populaire. Voilà. Et ça dit que la population a également un rôle à jouer. Absolument, la population a plusieurs rôles à jouer. D'abord la discipline. Lorsque vous êtes ailé par un agent de police, il faut respecter. Il faut respecter d'abord. Moi, le petit aurait dû remettre son téléphone, quitte à se plaindre. À mon humble avis, ça c'est mon opinion. Quitte à se plaindre. De toute façon, là où il a été pris est connu. Même si les agents doivent avoir leur nom sur leur poitrine, enfin, donc inscrit. Donc, il y a plusieurs manières de dénoncer. Aujourd'hui, avec les réseaux publics, avec les réseaux sociaux, on peut aller. Donc, à mon humble avis, il faut tempérer. Pour éviter des situations qui peuvent coûter la vie. Ce n'est pas une raison pour que les gens aussi brutalisent, mais il faut tempérer. Lorsque vous êtes ailé par un agent assermenté, il faut tempérer. Et après, on peut revendiquer, on peut dénoncer, on peut utiliser les différents canaux pour dénoncer, pour se faire entendre. Voilà. Donc, à mon humble avis, c'est la posture à adopter. Lorsque vous rentrez en affrontement, lorsque vous rentrez en discussion, parfois, ce n'est pas sur le champ qu'on moralise un agent Moi, il y a des situations où j'étais confronté à un truc. Moi, je donne un exemple, mais il y a quelques années déjà, c'est pas maintenant, où, bon, voilà, on m'a allé en ville pour dire, bon, téléphone au volant. Je dis, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais vous, est-ce que vous êtes en mission pour traquer le téléphone au volant? On dit, ah non, c'est pas à vous de nous donner, c'est pas à vous de dire ce que nous. J'ai dit, bon, d'accord, ok, moi, je suis prêt. Mais donnez-moi la fiche de contravention. Vous n'en avez pas. Je dis, non, je suis prêt à vous suivre au commissariat, à votre base pour avoir la fiche. Mais il faut que je rencontre le chef pour m'assurer que vous êtes en mission de contrôle. Voilà. Bon, donc, après le temps, ils m'ont laissé continuer. Mais ils auraient pu dire de venir, je les aurais suivis pour aller jusqu'à la base et dire, d'accord, moi je suis prêt, on m'a pris parce que j'avais le téléphone. Oh, voilà, c'est vrai. Mais je veux m'assurer que l'agent qui me prend était vraiment tout récemment, c'était une ceinture, c'était pour ceinture de sécurité. Voilà, donc j'ai obtempéré, j'ai payé la contravention parce que je n'avais pas la ceinture. Je le dis, bon, c'est des choses qui peuvent nous arriver. C'est des choses qui peuvent nous arriver, c'est des cas personnels. Hein. Le téléphone, c'est il y a quelques années, il y a 5 ans, 4 ans, la ceinture, c'est il y a quelques jours. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver. Parfois, il y en a qui vous accrochent mal. Il y en a qui ne sont pas du tout corrects. Mais il ne faut pas globaliser. Il ne faut pas globaliser. Voilà. Donc, ça fait partie aussi. Et puis moi, nous sommes... Je pense qu'on ne sait pas se parler. On ne sait pas se parler. Dans la ville, tout le monde semble nerveux. Et je me rappelle Madame Clotilde Médégan, qui a été membre de la Cour constitutionnelle, président de la Haute Cour de justice. Je me rappelle un jour, j'étais encore à la HAC, et puis il y avait la réunion des institutions où, à la fin, aux médias, elle parlait, dit, mais il faut que nous apprenions à nous sourire. Il faut que nous apprenions à nous parler avec un peu de connaissance. Quand on a l'impression que tout le monde est nerveux, que tout le monde est tendu, tout le monde est... C'est quel pays on dit fraternité? Et on se regarde avec des visages, on s'injurie avec un peu de situation, tape dans le véhicule. C'est ça. En fait, ce pays, on dit on est frères.
Et on est aussi grincheux, méchant, tendu, violent. Hein? C'est pas... Dans les deux sens. Dans les deux sens. Lorsque moi je déplore toujours que parfois les services de l'État, c'est-à-dire la police, lorsqu'on vous interpelle pour une situation, ou bien les impôts, ou bien la douane, c'est toujours à titre d'inquisition. C'est-à-dire, on a l'impression que vous êtes présumé fautif. On ne vous donne pas la bonne foi. On ne pense pas que vous pouvez vous tromper de bonne foi. Parce que justement, on est dans une société où beaucoup tentent de tricher. Donc, on estime que tout le monde triche. Et donc, on vous croise et en même temps, on vous met une contravention, on vous met la faute, on vous met la pénalité, on vous met l'amende, on vous met la peine. Et donc, ceci expliquant cela, on vous met en détention préventive. En fait, on ne se fait pas confiance à nul autre. Il y a un grand problème de vivre ensemble qu'il faut régler à tous les niveaux, des citoyens vers l'État, de l'État vers les citoyens. Pour ne pas trop charcuter les policiers, comme vous le dites, quelle serait la bonne position, la bonne posture du gouvernement pour leur permettre de jouer convenablement leur rôle, sans dévier? C'est que le ministre a fait ça, la sortie. Ils ont une manière de... Ils ont un truc de conduite. Ils ont une règle de conduite. Mais je dis, le problème n'est pas que la police. C'est partout. C'est de ça que je parle. Le ministre fait son travail. Le policier lambda ne maîtrise pas ce qu'il doit faire. Le ministre fait son travail. Le directeur général de la police républicaine doit faire le sien. Et le commissaire central, le directeur départemental doit faire. Mais est-ce qu'ils le font? Mais après, il y a des indélicats parmi eux, comme il y en a dans tous les corps. Et ces indélicats salissent les corps. Et de manière générale, parfois, les citoyens abordent mal ces personnes qui font leur travail. Donc, il y a un méli-mélo. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Il faut que tout le monde se discipline. Il faut que chacun se donne l'exigence de rester à sa place. Parfois, on outrepasse nos places. C'est ça. C'est complexe. C'est complexe. C'est facile de dire, bon, voilà, ils sont mal formés. Il faut les radier. D'accord, mais on va radier combien? Est-ce qu'on a l'assurance que le nouveau qu'on fait venir est meilleur? C'est compliqué. Quand vous n'êtes pas, si vous ne gérez pas les ressources humaines, vous ne comprendrez pas que c'est compliqué. Ce n'est pas si facile que ça. Vous remplacer, c'est bien de remplacer. Et vous êtes sûr que le nouveau est meilleur. Les gens le savent, ils connaissent. Ils les violent. Vous allez faire quoi? On va virer l'autorité parce qu'on va dire qu'il y a outrage, pour calmer la population, parfois, c'est les directeurs qui en pâtissent. Mais après, est-ce que les problèmes sont réglés pour autant? Il y a que nous devons apprendre à vivre ensemble. Et c'est là que, tout à l'heure, nous parlons de code électoral. C'est les politiques, c'est les hommes publics qui doivent donner l'exemple. Lorsque vous voyez des hommes publics, les politiques se lamenter pour tout, en manquant de discipline et de confiance en l'État, ils manquent de discipline. Et ils se font parce qu'ils n'ont pas confiance au service. Il y en a qui ont voté des lois qui ont du mal à les respecter. Comment vous voulez? Alors, lorsque vous voyez des gens à ce niveau-là déjà, qui refusent d'obtempérer à la loi, vous comprenez que le citoyen se dit qu'il a des modèles. Et donc, puisqu'il a des modèles, il y va. Voilà, le problème, il est plus global. Il faut que l'homme public s'exige le devoir d'exemplarité. Il n'y en a pas, pratiquement. Il n'y en a pas pratiquement. Comment je vois déjà des hommes publics qui vivent de l'État, attaquer l'État? Je me dis, mais quel exemple ils donnent? Ils vivent de l'État, ils vivent des primes, des indemnités, ils ont vécu de fonctions, ils attaquent l'État. Mais c'est inimaginable. Et pourtant, ils le font. Et ils le font à quelle joie? Ils le font sans ils le font sans punition. L'article 34 de notre Constitution dit que tout citoyen a l'impérieux devoir de respecter, quoi qu'il en coûte, j'ajoute peut-être des mots, la Constitution et les lois qui en découlent. Alors, lorsqu'on a dit ça, et vous voyez des hommes publics, des hommes politiques, dire que, par exemple, voilà, nous avons gagné les élections, nous avons 70%, mais on nous a donné, on attaque les institutions de l'État, dit n'importe quoi, et de manière impunie. Mais alors, vous irez
sanctionner, virer celui qui a fait bavure. C'est normal, c'est bien. Mais la bavure ne va pas réveiller celui qui est mort, hélas. Mais on met une famille, toute une famille au chômage. Et au-delà de sa famille, d'autres personnes qui gravitent. Pendant ce temps, l'homme politique, lui, s'octroie le droit de ne pas respecter et parfois d'armer des citoyens pour agresser les services de l'État. C'est normal. Il y a des choses que doit se dire. Il y en a qui se donnent la latitude d'agresser parce qu'ils disent qu'on n'a pas raison, on va aller armer les gens. Mais et pourtant, ceux-là vivent parce qu'ils sont ci, ils sont ça, ils ont été ci, ils ont été ça. C'est pas normal. Oui, il faut sanctionner le policier. Je suis d'accord. Mais au-delà, les petites gens pâtissent plus de la loi que les seigneurs. D'accord. Mais quand même, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le numérique, il faut faire attention. Quand je vois les hommes politiques se lamenter sur leur incapacité à respecter la loi, les lois qu'ils votent eux-mêmes, je me dis, mais à qui ils veulent faire la morale? Alors, à qui ils doivent faire la morale? Et voilà la question. Donc, oui, le gouvernement a pris les mesures qu'il faut par rapport aux bavures. Il faut juste veiller, il faut juste que... Moi, je veux exhorter les familles des policiers qui leur parlent, parce qu'ils sont sous pression, qui leur parlent. Je veux éviter la hiérarchie à leur parler, à créer des séances, parfois d'aération, pour leur permettre de vivre moins la pression. Et surtout de leur répéter, vous voyez, avant d'aller sur le terrain, on doit leur répéter les codes, l'éthique du policier, les exigences de la route, et surtout le respect du citoyen, le respect du contribuable. On doit peut-être leur permettre ça, mais on doit le faire partout. Moi, j'étais au Nigeria pour une formation il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, et je me rappelle qu'avant toute chose, il récite, après l'hymne national, il récite une sorte de charte. Notre foi en la patrie, notre foi. C'est ça. Je suis dans le club service où avant certaines réunions, on récite un peu l'éthique. Pour nous, nous devons apprendre à réciter, à nous rappeler les valeurs fondamentales, les valeurs cardinales qui fondent la République, qui fondent le vivre ensemble. Le citoyen a des exigences, a des devoirs, mais le responsable en a aussi. Vous remettez en question le patriotisme du Béninois? Il faut le réinsérer. Il y a quelques individus, il y a quelques personnalités qui le font, qui ont ça. Mais il n'y en a pas. Avant, on nous l'apprenait. Moi, je l'ai étudié. Et j'en suis fier. Je suis fier de cette école. On me l'a apprise. Mais je croise les gens. J'écoute des gens, les plus jeunes. Parfois, je m'arrache parfois des cheveux que parfois je n'aime pas quand je me coiffe. Mais j'ai envie de m'arracher les cheveux parce qu'il y a un gros problème. Mais qui va t'apprendre le patriotisme si lui-même n'est pas, a du mal à s'insérer? Je dis que l'homme politique qui vote des lois refuse de déroger aux lois. On dit qu'on a la meilleure constitution, mais on refuse, mais on trouve que les institutions ne fonctionnent pas. On demande au chef d'État de s'impliquer là où la loi ne lui donne pas le prérogative. Et tout le monde crie. On lui demande même de prendre des ordonnances. Alors que les institutions tournent normalement. On demande... mais quand quelqu'un est en déroute, il va aller inventer son système. Et il amène ça comme le système. Et il crie partout et il répète les mêmes choses. Vous avez suivi le duel aujourd'hui. Mais il y a des choses ahurissantes. On va dire que c'est sa liberté de le dire, oui, c'est vrai. Mais lorsque vous dites ces choses, et après les citoyens lambda écoutent, et parfois ils ont des comportements sur le terrain, vous devez comprendre que, oui, ils l'ont eu parce que si à la maison vous êtes père de famille, chef de famille, et vous avez le mauvais comportement possible, ne demandez pas aux enfants d'être vertueux. Chez nous, il y a eu pour dire que le chien ne met pas bas, et c'est pas un veau, c'est pas un chiot. Donc, il n'y a que votre descendant, votre progéniture ne peut qu'être à l'image dans l'absolu de ce qu'il a vu faire chez vous. Mowgli, dans la brousse, a fini par prendre les habitudes de brousse. Non, il faut dire que honnêtement, on a le devoir
de gouverner par l'exemple, d'enseigner par l'exemple. Et que l'exemple doit venir des responsables, aussi bien ceux qui gouvernent que ceux qui s'opposent à la gouvernance, parce que ceux qui s'opposent à la gouvernance ont vocation à gouverner eux aussi. Donc ils ont le devoir d'exemplarité, ce que nous ne voyons pas aujourd'hui dans la République. On a l'impression que c'est la République du désordre, chacun vient dire ce qu'il a envie de dire, s'en va, et on le touche. Quelle est la valeur de l'article 34 de la Constitution? Cependant, on doit apprendre les articles 34 et 35. Autant on doit apprendre aux gens tous ces articles préliminaires, depuis l'article 1 à l'article 35, hein, il faut apprendre ça, parce que chaque article veut dire quelque chose. Et on doit peut-être en réciter quelques extraits avant. Les gens vont chercher des extraits qui les arrangent. Il y a les deux. Le 34 qui s'impose à nous tous, le 35 qui s'impose à ceux qui sont responsabilisés. Et aux policiers qui abusent de sa force, l'article 35 de la Constitution est là. Au magistrat qui abuse de son pouvoir, de son magistère, l'article 35 est là. À l'agent des régies financières qui abuse, l'article 35 est là. À l'enseignant, aux journalistes et à tous les autres corps, aux commis de l'État qui abusent, l'article 35 est là. Et ainsi donc, aux hommes politiques, l'article 35. Est-ce qu'on le leur impose? Il faut que les gens aillent à lire les articles 34 et 35. On doit les enseigner dans les écoles primaires, collèges et universités. On doit les avoir affichés dans nos murs, sur nos murs, articles 34 et 35 de la Constitution. Une constitution que nous aimons, il faut le faire pour le bien de la République. Voilà. Aujourd'hui, nous irons un peu plus loin. Agapit Napoléon Mafori, quand 26 minutes en Afrique et dans le monde, il a été question de la rupture par le Tchad de l'accord de coopération défense avec la France. Est-ce ça dit, selon vous, que l'Afrique cherche à s'affranchir de l'influence française? C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Moi quand j'ai écouté le discours de Diomaye Faye, déjà le président sénégalais, Oui. Voilà déjà, on y est. Quand il est arrivé, il a fixé le cap. Au Bénin, on l'a fait. Bon, on n'a peut-être pas tout dénoncé, mais on a dit qu'il fallait qu'on continue d'abord sur nos propres forces. Ce qui était passé de 72. D'ailleurs, hier, on a rappelé les trois glorieux. Ça me fait tellement mal que la République n'ait pas marqué ces dates pour rappeler à la jeune génération ce qui fut l'évolution de notre pays. Les trois glorieuses, 30 novembre 72, 30 novembre 74, 30 novembre 75. Moi, je suis nostalgique de ces temps, pas parce que je veux qu'on maintienne les pratiques, mais qu'on voit d'où nous sommes allés et les choses que nous avons entamées qu'on n'a pas terminées. Mais le discours programme pour une politique nouvelle d'indépendance nationale du 30 novembre 1972 est un discours engageur. Aussi, si ce discours était d'actualité, était bien appliqué, nous aurions dénoncé les accords de coopération. Mais nous aurions peut-être une très bonne relation avec la France aujourd'hui, meilleure peut-être que ce que nous l'avons aujourd'hui. En dénonçant les accords, les vieux accords de défense, on n'est pas en conflit avec la France. Il y a eu une certaine France coloniale, il y a eu une certaine France post-coloniale, et il y a une France aujourd'hui. Il y a un Dahomey, colonie. Il y a eu un Dahomey indépendant. Il y a eu un Bénin aujourd'hui. On est passé par la République populaire du Bénin sur 20 ans. Chaque étape a son histoire. Comment nous cumulons les histoires pour en faire finalement une histoire qui se poursuit, qui se retrace? C'est cela. Donc, moi, quand je vois je vous ai toujours dit, je suis plus panafricaniste que ceux qui crient aujourd'hui. Mais le panafricanisme, ce n'est pas le bavardage. Lorsque tu en es au niveau de responsabilité, c'est de prendre en main comme Wole Soyinka. Le tigre ne peut pas passer son temps à proclamer sa tigritude. Il devient simplement un rhétoricien. Quelqu'un qui bavarde à longueur de journée. Personne ne veut finir par l'écouter. Il bondit sur sa proie et la dévore. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Vous allez voir, avec ce mouvement, l'affaire de monnaie, de ci, de ça, dans 50 ans, dans 100 ans, va être vaincue. C'est ça. La France va-t-elle se laisser faire? La France n'a pas à se laisser faire, c'est les États qui doivent s'engager. La France n'est pas en conflit avec ces anciennes colonies. La France cherche même ailleurs.
Vous pensez que Macron s'accroche aux prébendes coloniales? Macron a un regard sur les reliques coloniales, mais il nous en a octroyé quelques-unes. Mais Macron regarde, au nom des intérêts français, vers le Mozambique, pays lusophone, vers le Nigeria, vous l'avez vu tout récemment, pays anglophone, vers le Ghana, vers l'Afrique du Sud. Voilà, la France gère ses intérêts. Il nous appartient de gérer nos intérêts. Moi, je suis de cette école-là. On a tué Kadhafi, mais Kadhafi était porteur d'une vision que je partage. Aujourd'hui, je partage beaucoup de positions. Mais quand tu le dis, les gens te classent en même temps. Non. Nous devons nous engager à l'action. Nous devons avoir une vision. Et quand tu as une vision, tu as une stratégie pour atteindre la vision. Tu te définis des objectifs. Et tu déclines les plans. C'est comme ça dans toute logique de projet. C'est la même chose que gérer un État. C'est ce que Patrice Talon fait depuis qu'il est là. Le Bénin révélé, c'est une vision. Et il se donne les moyens pour le faire. Quels que soient les vents, quelle que soit la tornade, quelle que soit la tempête, il se donne les moyens pour atteindre la vision. C'est ça. C'est ça, l'art de gouverner. Et donc, moi, je salue ces pays-là. Et j'espère que d'autres vont suivre de manière intelligente, sans bruit, sans bavardage, sans rhétorique infinie et parfois obscène, pour le bien de leur population. Pour une politique nouvelle d'indépendance nationale. Ce discours, moi, je demande toujours que les gens aillent lire ça. La caractéristique fondamentale et la source première de l'arriération de notre pays, c'est la domination étrangère. Avait écrit tous ces recadres de l'époque en 1972 autour des jeunes militaires dont Mathieu Kérékou. Donc, on ne peut pas, on a jeté tout ça. On a jeté tout ça. Moi, non. Moi, je suis une relique. Je fais partie des reliques de 7 ans. J'étais jeune à l'époque, mais j'étais à cette école-là. Je la revendique. Et pas parce que tout ce qui a été fait était bien. On a nationalité en une nuit, de 1774, plein de sociétés, ça n'a rien donné. On a la malgouvernance, la gabégie, tout ça. Parfois, quelques entorses et entraves aux droits de l'homme. D'accord. Mais on a pondu une ligne directrice qui est là, qui vaut plus que tout. C'est une vision. Elle est encore d'actualité. La politique nouvelle d'indépendance nationale. Obligatoirement. Et obligatoirement. L'indépendance de 114, l'indépendance de 1960, c'est ça, c'est une indépendance nominale. On s'est donné un nom, on s'est donné un drapeau, on s'est donné une nationale. On s'est pas indépendant. On ne peut être indépendant que si nous parlons des langues qui nous unissent à des valeurs. Le français nous unit à quelle valeur? Le français nous unit à quelle valeur? Mais il faut atteindre le niveau de s'en libérer pour le faire. Il faut travailler pour. Il faut travailler pour. On ne peut pas décréter. On ne peut pas décréter, on travaille pour. Donc, il faut attendre une maturation. Ça veut dire qu'il faut travailler pour toujours. Aujourd'hui, je pense qu'on atteint le niveau où les accords de défense peuvent être revus. La France n'est pas contre. Et la France n'est pas contre rien tant que c'est bien planifié au nom des intérêts des États. Mais on n'a pas besoin d'aller en conflit avec la France. On a besoin d'avoir la France comme allié responsable, où nos intérêts majeurs sont défendus. Je pense que c'est cette posture que le Bénin défend actuellement. Voilà. Donc, chacun doit faire son histoire et surtout chaque tigre doit bondir sur sa proie intelligemment et non proclamer à longueur de temps sa tigritude. Nous sommes déjà à la fin de ce décryptage de ce 1er décembre 2024. Vous avez un mot pour finir? Oui, écoutez, j'ai quand même observé cette semaine que les ministres et les présidents d'institutions continuent de faire le tour au Parlement dans le cadre donc des échanges sur le budget. Et j'ai écouté le président de la HAC et le président Edouard Loko sur deux petites choses. Il a parlé des missions de la HAC et du fait que
les députés voudraient faire une recommandation pour qu'on donne conséquemment à la HAC les moyens pour la politique. Et ça m'a rappelé le même exercice que nous avons pu faire avec le président Lisato en août ou en septembre, octobre 2004, quand nous étions, c'était la première fois de la troisième mandature à laquelle j'ai appartenu. Et effectivement, les députés voudraient comprendre. Et moi, il y avait Mme Godine Viera Soglo, à l'époque, présidente de la commission des lois, si je ne me trompe, ou bien de son groupe parlementaire. Mais elle était au cœur. Elle attaquait la HAC. Elle n'a rien fait. Mais elle ne fait pas ce qu'on dit, mais il faut quand même donner. Et regarde le président Lisato, on dit, vous m'avez l'air sage. Il faut qu'on vous donne les moyens pour faire beaucoup mieux. J'ai envoyé mon beau-frère. Nous l'avons envoyé mon beau-frère. Il parlait de l'ambassadeur Saturnin sur le groupe personnel. Nous l'avons envoyé. Je crois qu'ils allaient travailler, ils n'ont rien fait. Voilà. Donc, et il dit au président Lisato, on va vous donner les moyens. Évidemment, les moyens ne sont jamais arrivés. La HAC a fait le Parlement a fait les recommandations. Mais les moyens n'ont jamais été donnés à la HAC pour faire son travail. Je vois que le budget de la HAC culmine autour de 3 millions et quelques. C'est très peu. C'est trop peu pour une institution de cette envergure qui a un travail aussi à faire, autant à faire. Mais c'est beaucoup lorsqu'on voit l'effort que le gouvernement a eu à faire. Alors donc, je salue aussi l'intervention du président Edouard Loko qui a rappelé que les médias méritent une attention et la régulation des médias ne peut pas se limiter simplement aux émoluments, au fonctionnement. Il y a le travail même qui doit être fait. Et donc, il a salué l'État pour l'effort fait. 3 milliards, il y a 20 ans, c'était 1 milliard et quelques. À peine 1 milliard, je vais dire 1 milliard 100 et quelques. Donc, vous voyez, il y a quand même un gros travail qui a été fait, un gros effort. La Cour constitutionnelle, le budget de moi, nous on a toujours déploré que notre budget soit toujours inférieur à celui de la Cour constitutionnelle. Comparaison n'est pas raison, mais la HAC, ils sont 9, la Cour, ils sont 7. La mission de la HAC est plus large et continue que celle de la Cour. Je suis désolé, hein, je ne fais pas de la comparaison. Mais j'ai fait ce travail personnellement et nous disons, mais pourquoi la Cour avait plus de budget que la HAC? Cette année, j'ai vu que le budget de la HAC est meilleur que celui de la Cour. C'est une manière de dire, je plaide, je salue, et je me dis, j'espère que c'est un début qui va continuer pour que, effectivement, moi, mon souhait, c'est qu'au soir de notre vie, que les médias se restructurent. Nous sommes à l'heure de la TNT. Mais la TNT, ce n'est pas que le contenant, ce n'est pas que les machines, c'est le contenu. Il faut aller produire. On dit bien, la télévision béninoise, les médias béninois ne produisent pas de produits de qualité. Mais il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens. La production coûte cher. Donc, il y a une bataille de contenu à faire. Et je suis un avant-gardiste de ce combat-là. Je voudrais donc saluer le président de la HAC et le gouvernement pour l'effort fait par rapport aux médias, au budget de la HAC, estimant que ça va aller encore plus grandissant, que l'aide de l'État à la presse va reprendre comme l'a souhaité le président Edouard Loko lui-même, et que les médias travailleront à rassurer les pouvoirs publics également, qu'on peut compter sur eux. Parce que si on compte sur les médias, si les médias sont responsables, il ne s'agit pas d'être des médias de condescendance systématique, mais le média doit savoir qu'on vient d'un pays, d'un environnement, et qu'on ne peut pas jeter non plus tout le temps le bébé avec l'eau de bain. Personne ne le fait ailleurs, il ne faut pas qu'on se fasse harakiri. Et lorsqu'on va rassurer les pouvoirs publics, je suis convaincu que les médias peuvent gagner beaucoup, structurer, former, rendre l'environnement social meilleur, les conditions de vie et de travail, et donc la production et la qualité des images et des sons, la qualité des écrits, des papiers. C'est tout ce que je leur souhaite. Je finirai en disant bon anniversaire au quotidien Fraternité, le quotidien Fraternité qui a 25 ans. Je salue Mali Gomina, l'honorable Mali Gomina, et tous les amis qui ont lancé cette bataille, qui se sont lancés dans cette lutte. Ce 1er décembre 1999, 25 années après, on peut s'en souvenir, Fraternité aujourd'hui compte dans l'environnement médiatique, a fait son petit bonhomme de chemin, a fabriqué de jeunes journalistes, a fabriqué aujourd'hui des pères de famille qui sont chefs d'entreprise. Je pense que c'est à l'actif de l'honorable Mali Gomina et de toute l'équipe qui avait cru à cette aventure le 1er décembre 1999.
Merci à vous, Agapite Napoléon Maforican. Mesdames et messieurs, nous avons fait le tour des plateaux de ce dimanche. C'est politique, du syndicalisme à la politique, en passant par les bavures policières et également l'audit du fichier électoral a été décrypté sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur nos différentes plateformes, notre site web www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct et via notre application iOS et Android ETélé.